Une personne blanche qui prend de la place, on va penser qu'elle est badass, qu'elle sait plein de choses. Une personne racisée qui prend de la place, elle va juste être en colère et dérangeante. Parlons culture. Oui, faire famille autrement, réinventer les codes de la famille, c'est forcément politique. Parlons queer. Et souvent, ce qui est mal pris par les gens, c'est qu'ils ont l'impression que si on n'est pas d'accord avec eux, on les réfute en tant qu'êtres. Produit par Tilt. Effectivement, une dimension de responsabilité collective qui est prise en charge, disons, à bras-le-corps en justice transformatrice. En fait, on a la charge de penser en permanence la question raciale, charge dont les personnes blanches sont dispensées. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons culture, parlons queer. Aujourd'hui, on se penche sur la justice restaurative et comment elle fonctionne. On a avec nous Maude de Questions de Justice et Alexane de La Valise. Juste avant la pause, on expliquait comment la justice restaurative peut prendre le relais quand la justice classique ne suffit pas, notamment en répondant aux besoins émotionnels des personnes concernées. Pour introduire ma prochaine question, je vous propose de continuer d'écouter ce père, mais qui nous parle cette fois-ci des rencontres auxquelles il a participé avec des auteurs de violences qui n'étaient pas liés à son affaire. Moi, je les imaginais pas en difficulté. Alors, difficulté là, par rapport à justement le fait que la première personne était en béquille, bon, ça nous donnait une autre image d'eux. Ça rassure un peu ? Quelque part, la montagne s'est écroulée. C'est pas que ça rassure. C'est qu'en fin de compte, ça m'a troublé. Dans les propos échangés assez rapidement, c'est cette personne qui, à un moment, est venue à dire « mais je suis victime ». Oui, et après, bon, ça a été chaud parce que je vous assure que ça a duré un moment, les échanges par rapport à ça, où chacun a défendu sa façon de voir les choses, et il a compris qu'il fallait pas renverser les rôles. Toi, à un moment, t'as eu le choix. T'as eu le choix. Tu pouvais ne pas mettre les coups de couteau. Tu pouvais. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nous, on l'a subi. Moi, la balle que mon fils il a pris dans la tête, on peut pas l'enlever. Mes amies féminines qui étaient là, ce qu'elles ont subi, on peut pas l'enlever non plus. C'est encore bien réel. Toi, t'avais le choix. Tu pouvais ne pas tuer. Vous voyez, là, ça a été, je dirais, un des moments forts de nos rencontres. De pouvoir dire ça. De pouvoir dire ça. Alors, moi, j'ai dit depuis le début que autant je pouvais me retrouver en face d'autres meurtriers, mais moi, je n'aurais pas pu me retrouver en face du meurtrier de mon fils. Ça, c'est quelque chose qui aurait été, je dirais, impossible à supporter. Dans cette capsule, on entend parler ce père à propos des échanges qu'il a eus avec un auteur de violence, de ce que c'est de se dire victime et de la prise de conscience que ces rencontres peuvent provoquer chez les auteurs. À travers son témoignage, on comprend ce que ces espaces de rencontres peuvent rendre possible. Je me tourne vers vous. Est-ce que ça vous donne envie de réagir, cette capsule ? Oui, moi ce que je trouve vraiment très parlant et très clair dans cette capsule, et surtout ça me fait écho aux critiques, et notamment féministes, qui peuvent être apportées à la justice restaurative et à cette peur que ça puisse entraîner une inversion des rôles. Et je trouve qu'il en parle très bien dans la capsule de non, justement, là il a le pouvoir de dire non, en fait, tu vas pas inverser les rôles. Tu avais le choix et voilà. Et du coup, je trouve ça, en tout cas dans cet exemple-là, très parlant. Il y a un double processus, à la fois la responsabilisation de l'auteur, qui vient aussi grâce à la présence là et à la parole de la victime, si on doit donc utiliser ces termes auteur-victime. Donc voilà, je trouve que c'est pour moi, ça parle de ce double niveau-là, de à la fois le retrouver du pouvoir d'expression, du pouvoir sur le vécu, etc., et la responsabilisation des auteurs. Voilà. Oui, carrément. J'aurais pas d'autres choses à ajouter par rapport à ça, si ce n'est que peut-être préciser. Effectivement, là, on entend quelqu'un qui a participé à des rencontres détenues victimes
et donc ce qu'on appellerait des rencontres indirectes, au sens où il rencontre pas effectivement le meurtrier de son enfant, et il explique à la fin du coup que lui il aurait pas pu se retrouver face à cette personne-là, et je crois que c'est hyper important de l'avoir en tête effectivement, que la justice réparatrice sous la forme directe ou même indirecte, ça correspond pas à tout le monde en fait. C'est-à-dire que c'est proposé, ça peut être répondre à une attente de personnes qui veulent vraiment justement rencontrer, avoir le dialogue avec la personne qui a commis les gestes ou la personne indirecte, mais tout le monde n'aura pas du tout cette attente. Il y a des personnes à qui ça fait horreur, il y a des personnes qui seraient, complètement revictimisées par le fait même de se retrouver face à elles, parce que pour elles, la réparation va passer par d'autres choses. Et je pense que pour moi, c'est un fondement aussi de la justice réparatrice, quoi, de se dire, on l'a dit, c'est volontaire, c'est une démarche qui est nécessairement volontaire, ça peut pas être imposé, et du coup, ça totalise pas non plus toutes les attentes de réparation. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Maud, en fait, ces espaces d'échange permettent aussi aux auteuristes de réaliser. En fait, j'ai l'impression que, et moi je l'ai beaucoup entendu et vu dans les différents documentaires et podcasts que j'ai pu voir ou écouter pour préparer cette émission, c'est qu'il y a ce moment en fait de réalisation des répercussions, des conséquences directes de leurs actes, et qui en fait se retrouvent derrière dans les chiffres. Au Canada, 90% des personnes qui ont participé à un programme de justice restaurative ne récidivent pas en fait. Et c'est ce que ça permet aussi. Et en même temps, avec la nuance que tu viens d'apporter, que pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Ouais, c'est en train de répondre à ma question que je voulais vous poser. C'était justement en quoi ces démarches vont transformer notre manière de penser la responsabilité et la responsabilisation des auteurs, en fait. Et c'est ce que j'ai aussi entendu dans mes recherches, c'est qu'il y a des auteurs qui disaient aussi j'avais pas le choix, et les victimes à chaque fois viennent les confronter en disant mais en fait si t'avais le choix, non, on n'a pas eu le choix, et de replacer aussi à sa juste place à travers leurs expériences et leur vécu. Je trouve que c'est ce processus de responsabilisation et de prise de conscience de l'acte qui a été posé, qui en fait les décentre de eux-mêmes, de l'acte violent qu'ils ont posé. Et pour avoir écouté pas mal de témoignages d'auteurs, au début je trouvais ça un peu glaçant de les entendre raconter en fait le meurtre ou les homicides, notamment dans les cas de violence conjugale, et tenir les propos qu'ils ont, et je me dis waouh. Et en fait de voir que petit à petit ils se décentrent parce qu'en fait ils entendent et ils comprennent les conséquences que ça a eu sur d'autres personnes, et que même certains disent bah moi en fait j'avais envie de me suicider, je comptais et en fait le fait que ça les a un peu raccrochés, ou même de dire en fait bah moi je pourrais pas refaire ma vie, je m'endormirais toujours le soir en pensant à ce que j'ai fait, et je vais pas pouvoir refaire ma vie, dans le sens où j'aurai toujours des regrets, et je suis sûre que je vais pas récidiver parce qu'en fait j'ai compris en fait. Et il y a cette notion de culpabilité, mais surtout c'est des personnes qui sont dans cette vis-à-vis de la société, eux disent que même s'il y a ce processus de réinsertion, que pour certains c'est bloqué quoi. Et je trouve que c'est des cheminements qui sont très longs, et que parfois ça peut en effet crisper beaucoup de personnes, de dire bah, on prend du temps, on donne de l'énergie, de la place aux auteurs en leur consacrant du temps, mais c'est ce qui permet aussi de la reconnaissance qu'ils peuvent apporter aussi à leurs victimes. Et en fait, prendre ses responsabilités, c'est pas juste reconnaître une faute sur le papier, c'est comprendre ce qu'on a fait, c'est mesurer les conséquences, accepter d'en répondre. C'est souvent un chemin qui est long, parfois compliqué, mais quand il est vécu sincèrement, c'est les témoignages qui montrent que ça peut être vraiment un moteur de transformation. Et ça peut passer du coup par ces groupes de parole, des espaces de travail, de soutien. Et l'idée, c'est de donner du temps, de l'écoute, et de prendre soin aussi du travail avec les auteurs pour que les victimes puissent être réellement reconnues. Et c'est ce qui peut être compliqué parfois pour certaines personnes, c'est accorder autant de temps à ces auteurs, mais je pense que c'est nécessaire pour en effet à venir à ce que ces personnes ne récidivent pas en fait, et les considérer comme des êtres humains qui ont fauté d'une manière qui ont besoin d'être... Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Mais ouais, et que cette responsabilité aussi, ce processus de
responsabilisation, je lisais aussi qu'en fait, ça s'appuie sur un contexte social. C'est aussi dans quel contexte social tu as évolué, tes relations et les règles de groupe dans lesquelles tu vis qui vont te permettre de prendre conscience, en fait. Et que la prison, c'est peut-être pas aussi le meilleur endroit pour te permettre de prendre conscience parce que t'es enfermé et qu'à travers ces rencontres plénières entre victimes et auteurs, c'est ces espaces et ces instants où en fait tu rencontres d'autres personnes qui vont pouvoir te faire bouger. Du coup, après avoir évoqué les raisons, les bénéfices et les effets que pouvait produire la pratique de la justice restaurative, j'aimerais qu'on aborde les freins et les limites rencontrées. Avant de vous donner la parole, je vais dresser un rapide état des lieux d'un rapport qui a été publié en mai 2024 par l'Institut des études et de la justice qui montre qu'en France, la justice restaurative fait l'objet d'un discours très positif de la part des pouvoirs publics, mais elle peine encore à se développer concrètement. Donc en juillet 2023, le ministre de la Justice de l'époque, Éric Dupond-Moretti, reconnaissait son utilité tout en expliquant qu'aucun financement spécifique n'était prévu. Ouais, vraiment, à l'inverse de la justice rétributive, du coup, la justice rétributive qui repose sur la punition, qui, elle, bénéficie des budgets, de recrutement et surtout de nouvelles places en prison. Parce que c'est un marché lucratif. Donc sur le terrain, ce sont donc des magistrats, les greffes et surtout des associations dont vous faites partie, qui vont en fait faire vivre la justice restaurative, souvent avec très peu de moyens, parfois grâce à un engagement presque bénévole. Résultat, c'est des effets réels et encourageants, mais très fragiles, très dépendants des dynamiques locales, faute d'une stratégie nationale claire. Du coup, ma question, c'est dans ce contexte, quels sont concrètement les enjeux et les freins que vous pouvez rencontrer dans votre pratique au quotidien ? Je crois que là, tu l'as complètement nommé, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on est face à un paradoxe assez flagrant d'une demande sociale qui est là, qui est très présente, qui est peut-être de plus en plus présente. On s'en rend compte en tout cas de plus en plus parce que la JR est davantage connue du grand public. Il y a le film Je verrai toujours vos visages qui a fait une espèce de boom énorme où tout d'un coup, voilà, elle s'est popularisée, quoi, la justice réparatrice. Donc il y a énormément de demandes et pour autant il y a très très peu de moyens qui sont alloués et qui, comme tu l'expliquais, en fait, font que c'est des structures, des associations qui prennent en charge de ça et sans grande stratégie à l'échelle du ministère de la Justice pour rendre ça accessible et en faire presque un service public, en fait, qui serait accessible partout sur le territoire et qui serait de la même manière que, voilà, tu portes plainte après avoir subi telle ou telle violence, tu pourrais effectivement accéder à de la justice réparatrice. Et voilà, les propos en tout cas de Dupond-Moretti sont pas hyper étonnants quand on sait qu'en fait la ligne du ministère de la Justice, ça va être aussi des objectifs de sécurisation, de lutte contre de la délinquance, de carcéralisation aussi de la justice. Donc effectivement là on propose tellement un pas de côté par rapport à ça que voilà, il y a peu de soutien financier en tant que tel et on en parlait avec Maud tout à l'heure, c'est pourtant hyper important parce que cette question du bénévolat, du salariat par rapport aux accompagnements et aux structures qui prennent en charge la justice réparatrice, elle est quand même assez importante parce que, comme je disais tout à l'heure, on est sur des accompagnements qui sont assez longs, enfin en tout cas là en médiation relationnelle, donc on a besoin aussi de sécuriser les personnes qui accompagnent les personnes concernées et le fait de pouvoir garantir un salaire aux personnes qui accompagnent, de professionnaliser aussi tous ces métiers-là, c'est quand même très important. D'encadrer la pratique, d'avoir des garde-fous, c'est des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et d'avoir aussi des cadres éthiques qui soient assez rigoureux au vu des affaires et des sujets qui peuvent être traités en fait. Complètement, si je peux juste préciser à la valise comment on fonctionne, parce qu'on a l'opportunité d'avoir des financements, mais qui sont des financements privés pour l'instant, qui ne sont pas des financements publics. Et ça nous permet justement en fait de créer une équipe, d'assurer des réunions d'intervision sur l'accompagnement, d'assurer de la supervision technique, clinique aux personnes qui accompagnent. Et tout ça en fait, au final, c'est effectivement sécuriser tous ces processus, la charge émotionnelle aussi que ça génère et effectivement de finalement prendre au sérieux en fait ces pratiques-là et ces demandes. Et à question de justice ? À question de justice. Donc effectivement, le travail de coordination repose sur des bénévoles.
que ce soit pour la conférence familiale, mais aussi pour les cercles restauratifs ou les conférences de justice restaurative. Paf, comme ça j'ai dit d'autres mots. Et ça pose pour moi le problème de qui sont ces bénévoles. Il y a le risque que ce soit toujours un peu le même milieu social qui soit représenté, à savoir des personnes qui n'ont pas nécessairement besoin d'être rémunérées ou qui ont du temps à donner. Et pour moi, c'est un problème fondamental parce que, par exemple, aux Pays-Bas, où la conférence familiale est vraiment financée par l'État, il y a vraiment une structure indépendante qui propose les conférences familiales et toute famille peut demander une conférence familiale tous les 6 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Les familles peuvent aussi demander d'être accompagnées par une coordinatrice ou de la même confession ou une personne récisée, etc. Et ça, c'est très important. Or, s'il n'y a pas suffisamment de personnes qui se forment et qui peuvent comme ça bénévolement donner du temps, et voilà, on rencontre un problème quand même que je trouve assez fondamental à ce niveau-là. Voilà, un des autres freins que je vois, c'est que c'est aussi très peu connu du public, tout simplement. Donc voilà, ça demande un travail de communication directement auprès des personnes, mais aussi des institutions. Et ça, c'est pas toujours facile de travailler avec les institutions, encore que l'association forme des travailleurs sociaux des départements. Donc il y a quand même des départements en France qui ont mis en place vraiment la conférence familiale, et notamment en Haute-Garonne, je le dis, pour les auditeuristes, il est possible d'avoir accès à une conférence familiale en faisant la demande au conseil départemental. Voilà, j'ai dit plein de choses à la fois, mais voilà. Merci. Mais même au sein des pratiques professionnelles du milieu de la justice, il y a des professionnels qui sont peu ou pas encore au courant de cette pratique de justice restaurative. On en a parlé il y a quelque temps dans les médias quand un des terroristes du Bataclan en fait a demandé des mesures de justice restaurative, et il y a des gens qui accompagnaient des victimes qui ont découvert en fait l'existence de ces pratiques-là à ce moment-là. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Aujourd'hui, on aborde la justice restaurative et on a la chance de recevoir Maude de l'association Question de Justice et Alexiane de l'association La Valise. Avant la pause musicale, on a parlé des postures et des pratiques de la justice restaurative, mais aussi de ses freins et de ses effets. Et on va revenir rapidement sur les effets de la JR. Je vous laisse la parole. Oui, avec Alexandre, on avait envie de revenir, je pense, sur 2 choses. Pour ma part, sur la question de la responsabilité et la responsabilisation des auteurs, on avait envie d'insister sur le fait qu'en aucun cas, ça ne doit être considéré comme étant un travail de la part de la victime. C'est-à-dire que le but recherché n'est pas ça, mais c'est bien un processus de réparation qui est là à la base et qui est important pour la victime. Et du coup, c'était quand même pour être clair là-dessus que... ne pas le penser comme un objectif à part entière qui reposerait sur les épaules de la victime. Et d'où l'importance de l'accompagnement préalable des auteurs. Ouais, complètement. Et en fait, ça permet justement de distinguer la finalité qui est le dialogue, la réparation des torts, des effets possibles de ces processus. Et effectivement, la responsabilisation, ça peut être un effet possible de tout l'accompagnement, du dialogue en tant que tel. Et de même d'ailleurs que la récidive, c'est jamais ce qui est visé pour le processus, de venir lutter contre la récidive, mais par contre ça peut être un effet, justement comme un effet secondaire de la justice réparatrice qui a ensuite moins de récidive par après, quoi. Merci pour ces précisions, c'est vrai que ça aurait pu être porté à confusion. On arrive dans la 3e partie de cette émission. Et pour l'introduire, j'aimerais vous partager un bout de discussion entre l'écrivaine Karine Thuil et Mylène Jacou, professeure à l'école de criminologie de l'Université de Montréal, dans l'émission Canada, Réparation et guérison, les pistes de la justice autochtone, au micro de France Culture.
pour avoir pas mal enquêté sur ce sujet, la limite, c'est que j'ai un problème avec la justice restauratrice appliquée à des crimes graves ou appliquée à des crimes sexuels. Parce que c'est vrai que il faut qu'il y ait un mouvement des deux parties, de l'agresseur et de la victime. Et on ne sait jamais s'il n'y a pas un phénomène d'abus, d'emprise, de manipulation de la part de l'agresseur, si ça va pas réveiller le trauma de la victime dans les cas de viol par exemple ou d'abus sexuels pendant l'enfance. Donc c'est à la fois très très prometteur et en même temps il y a des petites nuances et d'ailleurs en France on en est encore quand même au début, au balbutiement. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Mylène Jaccoux ? Oui, ça, on le mentionne assez souvent, mais il faut quand même rappeler, justement, moi qui travaille avec les Premières Nations, bien au contraire, les Premières Nations ont mobilisé, par exemple, des cercles de guérison pour travailler auprès des agresseurs sexuels. Et contrairement à ce que vous dites, je vais me permettre de dire qu'au contraire, plus c'est grave, plus le besoin de réparer est essentiel. Mais évidemment, ce ne sont pas des processus qui s'improvisent. Par exemple, dans les cas d'agression sexuelle, les Autochtones ont mobilisé des cercles de guérison qui prennent en charge les agresseurs et les victimes de façon séparée. Les cercles de guérison peuvent s'étendre sur plusieurs années. Le but, c'est vraiment d'essayer de réparer les gens de façon constructive. Donc, au contraire, moi, je pense que dans les crimes sexuels, des crimes graves, la punition n'aide pas. Et je pense qu'on confond souvent punir et protéger. Donc, évidemment, quelqu'un qui est un agresseur sexuel doit être mis à l'écart, non pas pour le punir, mais pour essayer de voir comment cette personne-là peut se reconstruire, guérir, se transformer, etc. Donc, la justice réparatrice, c'est pas quelque chose qui est improvisé. Puis effectivement, dans les cas de médiation ou de rencontres directes, il faut être très vigilant sur les abus et les rapports de pouvoir. Dans cette capsule sonore, on entend Karine Thuil qui estime voir une limite à la justice restaurative lorsqu'il s'agit de crimes graves ou d'agressions sexuelles, là où Mylène Jaccoux est en désaccord. Elle a énormément travaillé avec des peuples autochtones qui mettent en place des cercles de guérison qui parfois durent plusieurs années et qui prennent en compte d'un côté l'auteur et de l'autre côté la victime. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle apporte et qui est quelque part pour moi abolitionniste pénal, c'est que selon elle, punir ne permet pas de guérir. Là où les peuples autochtones mettent en place au sein de la communauté tout un processus de soins à destination des victimes, mais aussi à destination des auteuristes pour leur permettre de se réparer et de se transformer. Avec cette capsule, c'est important pour moi de visibiliser deux choses. D'un côté, de resituer que les pratiques et les outils de justice restaurative se sont inspirés de pratiques ancestrales autochtones ou indigènes, c'est-à-dire qui appartiennent à une population avant d'avoir été colonisée, et que la colonisation a importé un système judiciaire punitif et pénal de contrôle de population, mais qu'avant ça, les populations, elles avaient des façons de faire justice qu'on nommerait aujourd'hui comme transformatrices. Un autre enjeu que je voulais visibiliser avec cette capsule, c'est ce que aborde Karine Thuil, c'est-à-dire la notion d'emprise des victimes qui peut être présente dans certaines situations avec la peur de réveiller les traumas. C'est des réticences en fait que j'ai beaucoup entendues dans mes recherches et qui ont un peu freiné le processus de légiférer autour de l'AJR au niveau du ministère de la Justice. Je me tourne vers vous. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a, selon vous, des limites à l'AJR ? J'ai plein de choses à dire, mais en tout cas, s'il y a des limites à l'AJR, et je pense qu'on peut en nommer plein, parce qu'il y a une finalité très spécifique, je pense pas que la limite ce soit sur la gravité des faits ou la gravité des cas qu'elle puisse s'acter. C'est-à-dire que nous, on a une position où, a priori, on peut pas discriminer
telle ou telle situation qui pourrait justement, telle ou telle personne pourrait bénéficier d'un accompagnement en justice réparatrice. Ce qu'on garde évidemment comme fondement, c'est que ce soit volontaire. Donc par exemple, si on propose à une victime de participer, notre rôle, ça va être simplement de lui donner de l'information là-dessus, puis ce sera à elle de décider si oui ou non elle a envie d'être accompagnée. Et puis sur le point, par exemple, si je reviens sur les différents points qu'évoque Karine Thuil, par exemple sur l'éventuelle manipulation que l'auteur pourrait faire du processus pour atteindre, par exemple, la victime. Nous, c'est quelque chose qu'on va vraiment venir vérifier pendant l'accompagnement individuel, même auprès de la victime, en lui demandant, en fait, qu'est-ce que toi, tu viens chercher ? Qu'est-ce que ce dialogue, il va t'apporter à toi pour s'assurer qu'effectivement, ça répond bien à ses attentes à elle et pas uniquement aux attentes, admettons, de l'auteur. Donc en fait, nous, on s'est positionné sur... on discrimine pas a priori les situations et encore moins de crimes graves. Par contre, la question, c'est à quelles conditions on peut rendre ces processus suffisamment sécurisés dans les cas, justement, de crimes graves, dans les cas de violences sexuelles ou de violences conjugales. Et c'est comme ça que vraiment toute la méthode s'est construite avec ce qu'on pourrait appeler des espaces du risque ou des garde-fous. Et ce que je voulais préciser aussi, d'ailleurs, c'est qu'il y a des situations où on n'ira pas jusqu'au dialogue. C'est-à-dire, il y a des situations, on parlait beaucoup tout à l'heure du médiateur ou de la médiatrice qui n'est pas experte de la situation. Il y a un moment quand même où il redevient expert du dialogue, c'est au moment où il va évaluer si les attentes des personnes sont concordantes. C'est-à-dire que si elles divergent trop, si l'attente d'une victime, c'est vraiment que la reconnaissance passe par le mot de viol qui doit être employé par la personne autrice, que pour elle, c'est vraiment la raison pour laquelle elle va faire cette démarche, que l'auteur est dans une forme de déni, de déresponsabilisation, à nier complètement ce qui s'est passé, il n'y aura pas forcément de dialogue qui pourra advenir si voilà, c'est vraiment l'attente à laquelle ne veut pas déroger la victime. Donc il y a des situations où effectivement on estime que là le dialogue ne serait pas sécurisé, qui donnerait lieu à une victimisation secondaire ou à une retraumatisation, etc. Je pense que ce qu'il ne faut pas nier aussi, c'est que clairement, c'est des processus qui peuvent être extrêmement exigeants. C'est des processus qui peuvent bouleverser les personnes qui y participent. Nous, la méthode qu'on utilise, elle permet de dire qu'il n'y aura pas de victimisation secondaire, il n'y aura pas de retraumatisation, mais la personne peut se sentir bouleversée d'y participer, et c'est justement ce qu'on va aussi encadrer, vérifier, venir sécuriser tout au long de l'accompagnement individuel. Et après, l'autre point que je voulais amener par rapport à ce qu'évoquait Karine Thuil, c'est que je pense qu'il y a une position fondamentalement anti-paternaliste en justice réparatrice. Il y a vraiment cette idée que on va donner le choix aux personnes. On va pas décider pour elles-mêmes si là elles veulent un dialogue, mais là il y a sûrement de l'emprise, donc en fait non, tu devrais pas avoir cette attente-là, cette volonté-là ou quoi. Il y a vraiment quelque chose d'anti-paternalisme qui est je pense assumé. Et dans la conception qu'on a des attentes des victimes, de ce que peuvent revendiquer les victimes. Donc c'est un peu les éléments sur Karine Thuil, puis après on pourra revenir sur l'autre. Ouais, je vais essayer de ne pas répéter tout ce que tu disais. Alors moi, la réflexion que je me fais, ces questions-là, je pense que je me les suis beaucoup posées. Alors parce que moi, à la base, mon travail, c'est la prévention des violences sexistes et de genre via l'autodéfense féministe, et plus récemment, je travaille dans l'autodéfense pour les enfants. Donc évidemment, je me pose cette question de la réactivation des traumas, etc. Enfin, quelle place on laisse à qui Et du coup, oui, c'est vraiment des questions que je vois beaucoup ressortir des critiques, notamment féministes, autour de ça. Et pour moi, c'est un peu ce que tu disais, Alexane, c'est aussi cette posture de comment on fait confiance à la personne, c'est-à-dire que si la personne est bien informée de comment les choses vont se passer, etc. En fait, c'est revenir à cette notion que je suis seule experte de ma vie, et donc il n'y a que moi qui peux décider de dans quel processus je veux m'engager, etc. Sans dire qu'il n'y a pas effectivement de risque, entre guillemets, mais l'idée c'est de les encadrer au mieux. Après, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Donc,
Nous, dans l'association Question de Justice, on ne fait pas de médiation restaurative, dans le sens où on ne met pas seulement 2 personnes en lien, mais ce qu'on peut mettre en place, c'est les conférences de justice restaurative, où effectivement vont être autour d'une table non, mais ensemble, en réunion, auteurs et victimes, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée d'élargir le cercle, de demander notamment à la victime quelles sont les personnes de confiance qu'elle veut inviter, les autres personnes concernées aussi par la situation. Voilà, cette idée qu'il y ait un maximum de personnes, avec quand même l'idée que plus il y a de monde et plus les éventuelles manipulations, rapports de pouvoir peuvent un peu s'aplanir. Oui, non, vraiment que pour moi, et c'est ça qui m'a vraiment plu, je pense, quand j'ai découvert la conférence familiale en particulier, mais pas que, la conférence de justice restaurative aussi, c'est vraiment que je trouve que on peut avoir une tendance à être assez facilement dans une posture de sauveur, et que ça demande, je trouve que c'est vraiment des pratiques qui demandent à sortir de ça, qui demandent vraiment à replacer au centre l'individu, les volontés de l'individu, le pouvoir de l'individu, etc., en sortant de son propre jugement aussi. Et c'est pas facile, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. Oui, j'aime beaucoup cette notion de sortir du rôle de sauveuse dans ce contexte-là. Une autre limite aussi que j'ai pu entendre dans l'émission du média Au Poste avec Colline Zuber et Noémie Micoulet, c'est que la justice restaurative ne prend pas en compte la dimension systémique et structurelle des violences. Ça me permet du coup d'introduire la justice transformatrice. Et j'avoue que moi, avant de préparer cette émission, c'était assez flou s'il y avait la différence entre justice restaurative et justice transformatrice. J'étais même pas sûre qu'il y en avait une, à part, sémantique, bien évidemment. Mais c'est le cas. Ce sont 2 pratiques différentes. Et pour vous expliquer tout ça, je vous propose d'écouter Colline Zuber dans l'émission Une justice restaurative juste du média Au Poste. Et donc, comme la justice réparatrice, la justice transformatrice, elle se concentre sur la réparation d'un tort, et donc c'est une justice qui est centrée sur les victimes plutôt que sur la punition d'un auteur. Et comme tu le disais, Nora, le principe de base, c'est de se demander comment on peut répondre à un tort autrement que par un nouveau tort. Ce que tu disais en disant comment on peut faire justice sans faire violence. Et du coup, c'est en ce sens que la justice transformatrice, elle s'inscrit dans un horizon abolitionniste. Il s'agit de faire sans l'État, avec la conviction que la prison, la justice pénale, la police reproduisent des violences systémiques, du racisme, du sexisme, qui sont le terreau des violences interpersonnelles, et aussi qu'en répondant à la violence par la violence, on reproduit des cycles de violence, générationnels et institutionnels. Et peut-être ce qui est intéressant de préciser, il y a aussi toute une dimension collective dans la justice transformatrice, où il s'agit non seulement de travailler à la guérison d'une victime et à la responsabilisation d'un auteur, mais aussi à la transformation des conditions structurelles de la violence. Et donc de se demander en quoi il y a aussi une responsabilité collective, qu'est-ce qui a rendu un tort possible. Et ça, c'est des contextes sociaux, donc comme je disais, des dominations structurelles, des habitudes collectives. Et donc il y a aussi un travail pour réparer un tort, de changer les conditions structurelles qui ont rendu la violence possible. Et peut-être pour préciser, le mot transformatrice aussi, il s'agit moins de transformer des gens que de transformer les conditions qui ont rendu le tort possible, et en se disant justement que le tort, c'est l'occasion pour un collectif de transformer les conditions qui l'ont rendu possible. C'est un mal qui met la lumière sur quelque chose de structurel. Dans cette émission, Colline Zuber, chercheuse et co-autrice du livre Justice partout, explique également que la justice transformatrice s'inscrit dans un mouvement abolitionniste. Comment faire sans l'État et la prison, qui eux aussi perpétuent des cycles de violence et d'oppression. La JT, pour justice transformatrice, prend aussi en compte le fait qu'il y a une responsabilité collective. Et ce que moi je trouve hyper intéressant en fait. Comment est-ce que collectivement on peut
changer les conditions structurelles qui ont rendu le tort possible. Et donc tout comme la JR, la JT a toujours existé sous plein de formes différentes dans différents pays. Et c'est dans les années 90 que ce nom a été inventé, disons, par Ruth Morris. Et c'est un mouvement qui est très ancré dans les féminismes noirs américains, qui essaie de trouver justement des façons de faire justice en dehors de la justice pénale fondamentalement raciste. En effet, à l'inverse des autres conceptions de la justice transformatrice recadre l'acte de violence dans un contexte social plus large qui considère les rapports de pouvoir qui mènent à la production de violence. Et être abolitionniste, quand on le dit, c'est refuser l'idée que la prison et la punition soient des solutions à la violence et chercher à construire d'autres formes de justice basées sur la réparation, la responsabilité et le soin. Donc cette justice transformatrice, elle a un double objectif, c'est offrir une justice de proximité humaine hors d'une logique punitive, et elle participe à démanteler les communautés dites négatives produites par le système pénal et le capitalisme carcéral, avec la finalité d'encourager l'émergence de communautés responsables. C'est une chercheuse, Emma Biget, qui parle de ces communautés négatives et communautés responsables dans un article qu'elle écrit, qui sont en fait capables de prévenir, de transformer les violences sans exclusion ni punition, qui en soi est un vrai challenge. Et en France, c'est le collectif Fracas, qui est un collectif queer et féministe qui s'illustre dans le travail de cette justice transformatrice. C'est un collectif qui travaille avec des personnes et des groupes sur les conflits et violences, que ce soit dans la communauté ou au sein des collectifs. Elles s'inscrivent dans une démarche de justice transformatrice qui voit le conflit comme une occasion de transformer les individus et la société. L'idée n'est pas de punir ou de reproduire des rapports de domination, mais de chercher des espaces de réponse à la violence qui construit du lien et du changement en profondeur. Donc moi j'ai une dernière question à vous poser qui est assez générale, mais après tous nos échanges, c'est selon vous, comment peut-on contribuer ou créer une culture de la réparation dans nos collectifs, dans nos institutions, dans notre société? Merci pour tous ces éléments sur la justice transformatrice et la justice réparatrice. Je pense qu'une manière de répondre, et peut-être ça répondra indirectement à cet enjeu de la culture de la réparation, c'est que dans les points communs effectivement qu'il y a entre la justice réparatrice et transformatrice, c'est qu'on cherche des espaces hors justice punitive. C'est-à-dire qu'effectivement, on se pose la question de répondre aux violences ou à des formes de conflits sans recourir à la punition et à la sanction. Ça permet de revenir aussi, on l'a pas commenté, le passage de Mylène Jacou, et ce qu'elle disait, c'est qu'effectivement, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de justice réparatrice, ce qui est frappant, c'est qu'on la situe systématiquement par rapport à la justice pénale, comme si la justice pénale avait été première et que tout le reste se construisait par rapport à elle. Et en fait, effectivement, ce que disait Mylène Jacou, c'est de dire, mais en fait, c'est des processus qui ont toujours existé, et sûrement bien avant la formalisation, l'institutionnalisation d'un système carcéral où l'État va rendre justice. Et en fait, voilà, c'est des processus qui ont toujours été mis en place, que ce soit de justice réparatrice ou transformatrice, qui ont après gagné une forme de label, en fait, qui ont été étiquetés, puis récupérés par telle ou telle institution. Donc je crois que là, il y a vraiment un point commun là-dessus entre la justice réparatrice et transformatrice, l'idée de remettre les personnes au centre, l'idée donc de se priver, ou de construire en tout cas un espace où la punition n'est pas la finalité. Et après, effectivement, il y a des différences sur lesquelles je peux revenir, avec l'idée que, en tout cas, en justice réparatrice, on va considérer que s'il y a un effet de transformation, des rapports de domination, des rapports ou alors des rapports de genre, des rapports de pouvoir, ça va être effectivement un effet. Ça va pas être, disons, la finalité ou ce qu'on va chercher à viser. Encore une fois, on revient, je crois, à chaque fois sur cette idée de... On laisse l'expertise aux personnes vécues et on les accompagne justement dans leurs attentes. Mais voilà, cet effet transformateur, je pense qu'on peut effectivement en avoir l'intuition ou le constater en multipliant ces processus. Et ensuite, l'autre élément sur lequel je voulais rebondir, c'était sur la dimension collective, qui est effectivement hyper intéressante, parce que quand on considère que ce sont des violences qui
qui sont avant tout un problème social, qui touchent à des relations, justement à des rapports de domination qui sont diffuses dans l'ensemble du corps social, il y a effectivement une dimension de responsabilité collective qui est prise en charge, disons, à bras-le-corps en justice transformatrice, qui est d'emblée posée, et en justice réparatrice qui, là encore, peut être posée à la demande des personnes concernées. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs où, effectivement, l'enjeu de la responsabilité, de qui est responsable, par exemple, l'intégration des proches qui ont été présents au courant ou non, qui ont dénoncé ou non, soutenu ou non, elle peut être amenée, et il y a des dialogues qui visent justement à poser cette question de la responsabilité des proches dans un cadre amical, dans un cadre familial. J'ai en tête par exemple un accompagnement où c'est une personne victime qui avait elle envie non pas de confronter la personne qui l'avait violée, mais qui avait envie de confronter le groupe d'amis qui avait été en fait présent lors de toutes ces soirées où ça s'était passé, qui avait rendu ça finalement possible en n'intervenant pas alors qu'ils voyaient très bien que c'était un gars problématique, etc. Et elle, c'est ce dialogue-là qu'elle voulait mettre en place justement. Donc là, on a cette dimension de responsabilité aussi collective qui dépasse simplement la responsabilité de l'auteur, mais qui effectivement, en justice réparatrice, sera toujours amenée par les personnes qui font la demande, enfin les personnes au centre du processus, quoi. J'aimerais juste rebondir sur cette notion de responsabilité collective. Ça me fait penser, là je suis en train de lire le livre de Mariam Kaba, En attendant qu'on se libère, vers une justice sans police ni prison. Et ce qu'elle dit au départ, qui moi m'a beaucoup touchée, c'est le fait que pour pouvoir imaginer, donc elle a une vision profondément abolitionniste, carcérale, et de la police. Et du coup, pour pouvoir avoir de nouveaux imaginaires, il faut qu'il y ait une responsabilité collective de d'abord se transformer nous. Parce que si aujourd'hui les institutions telles qu'elles existent s'effondrent, nous, on est encore complètement imprégnés de toutes ces dynamiques de pouvoir et oppressives. Enfin, je le vois très bien dans les milieux dans lesquels j'évolue. Même si on est dans un processus de déconstruction, il y a énormément de rapports de domination qui sont rejoués. Et du coup, un des points de départ, selon elle, c'est la transformation individuelle, mais aussi collective de nos façons de penser, d'agir et d'interagir. Ouais, moi je saurais pas bien quoi rajouter. En réalité, tout ça, ça me fait réfléchir surtout. Effectivement, moi, comme ça, au premier abord, j'aurais envie de dire la transformation, c'est un pari. Effectivement, c'est un pari que avoir de nouvelles pratiques, se mettre ensemble, en fait, hein, ça permet effectivement une transformation. Après, oui, je me pose la question de à quel point c'est possible si l'ensemble de la société s'en empare pas, à quel point c'est justement hein, par rapport à ce que tu dis, c'est une responsabilité individuelle dans le collectif. Enfin bon, voilà, pour moi c'est pas des questions encore très claires. En tout cas, c'est vrai que ça me pose la question des pratiques restauratives en général, de toutes ces petites choses qu'on peut faire au quotidien avec nos proches, nos familles, etc., qu'on pourrait appeler plus pratiques restauratives sur comment oser faire conflit, comment oser se parler de ces conflits, comment... toutes ces choses-là qui, quand même, il faut bien le dire, sont pas extrêmement développées et encore moins à l'école. Enfin, et ça, parce que, bon, ça compte quand même beaucoup, hein, ce que fait l'école, je trouve. Donc il y a des écoles qui essaient de développer ces pratiques-là, mais c'est encore à la marge, quoi. Ouais, c'est comme ça aussi, je me dis, du coup, ça prend le sens, le mot culture de la réparation, ce serait de développer des compétences relationnelles, donc apprendre à écouter, à poser des limites, à nommer des torts, à accompagner, à prendre les responsabilités, mais sans humilier, sans culpabiliser, ou même encore aussi à pouvoir garantir des sécurités pour... éviter la reproduction de violences, ne pas forcer les processus, mais aussi pouvoir être en capacité de mettre
en protection les personnes qui ont besoin quand les personnes ne sont pas en capacité de s'arrêter ou de prendre conscience de leurs actes. Et je trouve que ça nécessite énormément de formation, d'apprentissage, mais c'est quand il se passe un tort, c'est que la communauté ou l'environnement social, le noyau qui gravite autour de sa personne s'implique en fait, et que du coup il y a une responsabilité, une implication collective qui prend part au processus que je trouve vraiment très intéressante. Et en France on est, je pense, vraiment encore au début, mais je pense notamment suite au génocide au Rwanda, il y a énormément de pratiques de justice restaurative qui ont été mises en place, et alors qu'on parle de crimes de guerre, de voir aussi qu'est-ce qui s'est passé, même à travers par exemple des expériences de travail ensemble, de jardinage, d'agriculture, où c'est des personnes qui, entre auteurs et victimes de familles différentes, qui se sont retrouvées à travailler ensemble à travers autour de pratiques qui ont permis aussi de restaurer les liens, d'apporter des réponses dans des cas extrêmement graves, mais ça sur des années pour essayer de restaurer, réparer des choses qui ont été même innommables, d'une telle violence. Et je trouve qu'il y a beaucoup de pays en fait qui sont saisis et qui nous montrent aussi les voies à suivre. Et en France, moi je verrais du côté d'institutions, c'est en fait que l'État prenne ses responsabilités, et même s'ils ont un peu détricoté tout le travail que Christine Taubira avait mis en place avec la justice restaurative, et qu'on est plus dans un versant sécuritaire, c'est de financer, c'est de donner des moyens, c'est de créer des formations, c'est de créer des outils d'évaluation de ces pratiques. Mais bon, c'est une réelle implication de l'État et via la justice restaurative. Mais bon, on en est encore loin, je pense. Et oui, parce que ça suppose quand même lâcher le pouvoir de l'institution judiciaire, qui est quand même très prépondérante, quoi. On est dans une société ce qu'on dit depuis le début, mais de cette justice-là. Et moi, Oui, et du coup, et en fait, dans ce rôle-là de maintenir l'ordre social et racial tel qu'il est, la justice et la police font parfaitement leur travail. Voilà. Tout à fait, ouais. Et du coup, je suis allée à la ACAB Party samedi à La Chapelle, qui a fait un tollé, qui est allé sur CNews, ça a été... Et il y avait Gwenola Ricordo, la sociologue, qui était là pour donner une conférence. On n'a pu entendre qu'une demi-heure, parce qu'après, il y a eu un arrêté municipal pour interdire l'événement au sein de La Chapelle. Mais ce qu'elle disait, ce qu'elle a eu le temps de dire quand même, et qui, moi, m'a marqué, c'est que, justement, en fait, la police, elle fait très bien son rôle de maintenir cet ordre social et racial, et que c'est pour ça qu'en fait, c'est pas possible de réformer la police, ni la justice, en fait. Il y a quelque chose qui est fondamentalement biaisé, raciste, en fait, violent, et qui perpétue les violences systémiques. Et moi, très personnellement, j'ai du mal je n'arrive pas à envisager d'autres façons de faire justice que par l'abolition du système carcéral et de la police avec un grand P, de l'institution, quoi. Oui, parce qu'avec la telle violence que génère l'État et le versant sécuritaire et pénal et répressif qu'ils mettent en place, je trouve que ça nous pousse, comme tu dis, à davantage se saisir de ces mesures restauratives et transformatrices, parce qu'il y a aussi nécessité de se réparer et de faire en dehors de l'État quand c'est possible, parce qu'en fait, ils sont aussi générateurs d'une violence dont ils refusent et ne reconnaissent pas. Du coup, il y a aussi des moyens nous, on a besoin de continuer à vivre et à faire et à avancer. Et du coup, ça amène à ces pratiques-là, en fait, d'être en dehors, en marge de leurs pratiques institutionnelles ou étatiques. Oui, complètement. Je crois qu'en fait, c'est vain d'imaginer qu'au sein de ce système pénal, on va pouvoir infuser justement une culture de la réparation.
crois que c'est souvent la confusion qui est faite. On a envie que justement il y ait une finalité réparatrice à ce système pénal carcéral, mais non, il remplit, comme tu disais, il remplit très bien ses objectifs en fait. Venir incarcérer des personnes qu'il juge dangereuses avec ses propres outils psychiatriques, etc., en discriminant tout au long de la chaîne pénale. Donc effectivement, cette culture de la réparation, si elle passe par l'écoute, si elle passe par laisser les personnes concernées au centre, les laisser identifier leurs torts, leur donner un espace justement d'expression, etc., de dialogue, il va falloir miser sur des espaces tout autres. Et je crois qu'en fait, les victimes de violences sexuelles sexistes l'ont très bien compris. Enfin, quand on prend les chiffres, et on les prend toujours de manière très critique, il y a seulement 10% des victimes qui portent plainte, c'est comme s'il faudrait qu'il y en ait plus, quoi. Il faudrait les inciter. On retrouve quand même pas mal, même depuis MeToo, une sorte d'injonction à aller porter plainte, à aller dénoncer, etc. Je crois que, en fait, les personnes, elles comprennent très bien que c'est pas du tout le lieu dans lequel elles vont pouvoir trouver réparation, quoi. Et voilà, il y a une compréhension de ce fonctionnement-là, et c'est peut-être une décision qui a plus à considérer comme positive de ne pas y recourir. Et ensuite, c'est à nous collectivement de dire quels autres espaces de justice on propose, et des espaces de justice au pluriel, quoi, que ce soit des justices transformatrices, des justices réparatrices sous différentes formes, des conférences familiales. Enfin, je veux dire, il y a multiplier ces espaces de justice là, je crois que c'est nécessaire. Oui, et multiplier leur visibilisation aussi. On pourrait continuer cette conversation encore très longtemps, mais on arrive à la fin de cette émission passionnante consacrée à la justice restaurative et transformatrice. On mettra en descriptif du podcast les liens pour retrouver vos associations et vos travaux. Le podcast sortira en 2 épisodes et sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Un immense merci à nos invités Alexane et Maude de l'association respectivement La Valise et Questions de Justice de nous avoir partagé vos expériences et vos connaissances sur ce sujet. Auditeuristes, si vous voulez aller plus loin, on mettra aussi en descriptif du podcast toutes les ressources citées dans l'émission et celles qui nous ont permis de construire cette émission, mais c'est beaucoup de fois le mot émission. Mais bref. Le podcast sera disponible prochainement. Merci pour votre écoute. Un grand merci à Claire à la régie et merci à Canal Sud pour cette belle opportunité de venir vous conter nos queerités.